Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, c'est votre émission Duel, l'émission de chaque jour ici sur CS Télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Vous êtes là, c'est votre émission Duel. Aujourd'hui, comme annoncé déjà dans les réseaux sociaux, trop de commentaires déjà avant cette émission, ils sont là, ils ont répondu à l'invitation. Nous avons la présence de monsieur Benoît Yolama, qui est cadre du peuple fidèle à l'idéologie de ce parti politique. Monsieur Benoît Yolama, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation et je salue tous ceux qui nous suivent à cet instant. Voilà, à côté de vous, nous avons la présence d'un scientifique. Vous l'aimez beaucoup par rapport à la pertinence de ses idées, de ses réflexions. Il est là, Gardi Diana, Mike Gardi Diana. Il est analyste politique. Monsieur Mike, soyez le bienvenu. Merci Delphin, et je profite pour saluer les téléspectateurs de cette émission et mes co-débatteurs, Monsieur Lama et Monsieur Kabasele. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Donald Kabasele, maître Donald Kabasele. Il est coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée d'Anglais Régime Tshisekedi. C'est lui qui assure la communication. Monsieur Donald Kabasele, c'est le bienvenu. Merci Delphin, merci pour l'invitation. Je profite de votre micro pour saluer les co-panélistes. Donc, Monsieur Benoît Yolama, ça fait longtemps qu'on a débattu ensemble. Et puis, notre frère Gardi Diana. Et puis, par la même occasion, je salue tous les combattants de l'UDPS, partout où ils nous suivent, et tous les Congolais qui ont pris justement ce plaisir-là de suivre cette grande émission. Voilà, merci à vous. Avec eux, on va tenter d'analyser les grandes lignes de l'actualité de la semaine. Mais je m'en vais d'abord saluer l'équipe qui m'accompagne ce matin à la régie finale, Monsieur Tati qui est là. Tati, ça va? Et à côté de Monsieur Tati, la réalisation assurée par le main de maître, nous avons Monsieur Lazik qui est là. Et Monsieur Philemon, j'ai confiance quand je vous vois de l'autre côté. Merci à vous. Également, derrière la caméra, je vois Monsieur Andrick et son compagnon, le nom m'a échappé, mais ça va revenir. Alors, la thématique d'aujourd'hui, processus électoral en RDC, est-ce l'actuel calendrier rassuré? Je réponds. Processus électoral en RDC, est-ce l'actuel calendrier rassure? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, faut-il faire confiance à la diplomatie du régime Tshisekedi? On va en parler avec mes invités, mais je préfère commencer avec Monsieur Diana. Vous pouvez d'abord me donner la photo du chef de l'État. J'aimerais bien voir sa photo ici, derrière, avant de commencer. Voilà, là, mais là, Monsieur Mike Gardi Diana. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi vous inspire? Quand vous les regardez, vous sentez que vous êtes dans un pays où il y a un président leader, quelqu'un qui prend les devants. Vous passez maître dans l'art des questions orientées, mais je vais répondre quand même. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi m'inspire? Je crois que pour des raisons pédagogiques, surtout pour un chrétien comme moi, j'ai appris une chose, c'est que toute élévation vient de Dieu et qu'il n'existe pas de hasard. Il intervient dans un moment de l'histoire où forcément il fallait que les choses changent. Mais ces changements jouissent d'un élément essentiel dans la vie, dans le cours de l'histoire politique. Parce que c'est un Tshisekedi. Le Congo sait exactement ce que ce nom représente dans la marche de la République. Et que finalement, pour la première alternance pacifique, ce soit un Tshisekedi qui accède au pouvoir, je crois qu'on a respecté le lien de l'histoire. Cependant, si vous voulez que je mette un jugement sur la personne de Félix Tshisekedi, je résume en deux mots. Opiniâtre et convaincu de ce qu'il fait. Ok. Merci, Monsieur Benoît Yolama. La même question. L'homme qui est derrière vous, il vous fait l'honneur d'être un Congolais? Vous vous sentez à l'aise d'avoir un président comme lui? Bon, je crois que vous êtes déjà sorti même de la thématique du travail de votre émission d'aujourd'hui. Mais je crois que s'il faut faire un jugement, c'est aujourd'hui, mais c'est Tshilombo Tshisekedi, c'est le malheur du Congo. Tous les mots que nous avons aujourd'hui,
résurgence de la violence à l'est du Congo, les détournements aujourd'hui presque à plus de 360 degrés des fonds publics, le vol de l'argent du rame des citoyens congolais, il y a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si il peut être vraiment là où il est assis, que je suis bien, ça va, j'ai rendu service à la nation congolaise. Mais je pense que c'est un homme qui a raté l'histoire de ces grands pays et qui risque d'être jeté dans la poubelle de l'histoire. Parce que j'en vois rien de ce qu'il fera, même si on lui donne encore 20 ans, 30 ans, lorsqu'on a raté ses 100 premiers jours dans tout le travail, je ne vois pas comment lui, il peut arriver à encore à changer des choses. Et donc, il n'y a rien à espérer de lui. Alors, individu, pouvoir, peut-être, oui, mais il n'y a rien du tout, il ne fera rien, et donc, il est ce qu'il est, et on continuera toujours à chanter pour ceux qui chantent, mais il n'y aura aucun résultat concret dès lors qu'une nation arrive à voler sa population près d'$1 milliard, aucune excuse et aucune restitution, l'argent du rame, et qui sert pratiquement une famille, un groupe de gens. Et ça, c'est inacceptable. Et un homme qui ne respecte pas les lois du pays, un homme qui viole les lois du pays et qui va même en campagne anticipée électorale à tourner partout. Il y a des affiches. Merci. En 2023, on est encore en 2022. Merci, monsieur Benoît Yolama. Voilà l'image de la personne C'était juste le biscuit de l'émission. Qui ne respecte aucun engagement politique, il ne respecte aucun partenaire politique. Voilà, c'est ça le type de main que nous avons à la tête du pays. Merci, monsieur Benoît Yolama. C'était juste le biscuit de l'émission. Je vous rappelle, vous êtes sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Nous sommes en RDC, là où la démocratie règne. L'opposant est en train de parler librement. Alors, de l'autre côté, Maître Donald Kabassé, la même question, avant que nous puissions aborder la thématique. Est-ce Benoît Yolama est un prophète des malheurs ou il a dit vrai? Non, d'abord, Benoît Yolama ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit. Même les téléspectateurs s'attendaient à ce qu'il parle de cette manière-là. C'est des gens aigris ou carrément qui développent une haine viscérale contre la personne du président. Parce que c'est une démocratie, on accepte. À leur époque, vous êtes arrêtés tout de suite. Mais vous voyez que chez nous, comme vous le dites, c'est de la respiration normale de la démocratie. Qui est Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il représente? C'est ça la question. Okay. Tshisekedi, je le vois, un réparateur de dégâts causés par des régimes, dont c'est lui dont a fait partie M. Benoît Yolama. Pendant 18 ans, c'était la galère. La guerre à l'Est, elle a perduré jusqu'à leur départ. Jusqu'à leur départ. Voyez-vous, l'insécurité au pays, un budget maigre, voyez-vous, pas d'emploi, pas d'infrastructure, pas d'école, pas d'éducation, pas de soins de santé, pas tout ça. Une corruption généralisée. Le pays était dans la merde. Ils nous ont laissés dans un gouffre et il fallait qu'un réparateur arrive. Voilà comment je conçois Tshisekedi. Et ce malheur n'a pas commencé qu'avec le régime Kabila. Ça a commencé même avec des régimes qui ont été avant Kabila. La corruption généralisée, on ne va pas parler de 15 milliards de dollars qui s'est volatilisé chaque année dans le poche des individus bien connus. On ne va pas parler de l'argent de l'État, des rapports Bloomberg, Panama Papers, où la famille du président de l'époque que M. Benoît est en train de soutenir avait presque tout le contrat de la République avec des entreprises privées créées. Aujourd'hui, il a réparé. Tshisekedi, il a trouvé ce budget. À 3 milliards de dollars, il l'a ramené à 14 milliards. C'est un réparateur. Il arrive, il trouve que les enfants peinaient à partir à l'école. Il récupère près de 4 millions d'enfants. Ils sont sur le chemin de l'école. La gratuité de l'enseignement, je vais dire primaire, le soin de santé gratuit, c'est un chantier encore qui est en train de l'être. Aujourd'hui, la peur du gendarme s'est installée. Si à l'époque de M. Benoît Yolama, les gens pouvaient détourner jusqu'à 15 milliards, nous n'avons pas la prétention d'avoir résolu complètement la situation, mais aujourd'hui, ça se fait à faible échelle. L'idéal, c'est que ça finisse complètement. Aujourd'hui,
vous êtes victime d'une, ou carrément auteur d'une corruption, la justice, c'est vous reprendre tout de suite. Mais bien qu'on ne soit pas content d'avoir fait tout ce que nous devrions faire, mais au moins, quand vous comparez les 3 ans de Félix Tshisekedi aux 18 ans du régime de M. Yolama, 3 ans, 4 ans déjà. C'est les jours et la nuit. Donc on va dire même 4 ans, c'est les jours et la nuit. Vous n'allez pas expliquer comment, pendant 18 ans, on a géré 800 millions de dollars comme réserve de change et qu'aujourd'hui, on soit à 4,5 milliards. Merci. Vous n'allez pas expliquer aux Congolais que le s'il te plaît, vous n'allez quand même pas convaincre les Congolais et les amener à vous croire quand ils savent qu'en réserve interne dans ce pays, on était incapable de mobiliser 700 millions de dollars et qu'aujourd'hui, Tshisekedi mobilise en ressources propres 8 milliards de dollars. Donc les Congolais sentent la différence. Merci. Et ça, c'est Félix, le réparateur. Calmez-vous, monsieur Donald Kabasele, le même temps d'antenne. Je vais donner à vos co-débatteurs, il faut qu'il y ait l'équilibre dans les temps d'antenne. Alors, la première question d'aujourd'hui, processus électoral en RDC, est-ce l'actuel calendrier? Rassure, je m'en vais du côté de la réalisation. Donnez-moi l'élément avec le président de la CENI, monsieur Kadima. Comme ça, nous allons revenir sur ces plateaux. Et c'est monsieur Mike Garidiana qui va prendre la parole. Alors. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. 4. Organisation des scrutins indirects pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Nous allons commencer avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Le 1er janvier, ça sera la convocation de l'électorat, 1er janvier 2024, convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 2 janvier au 16 janvier 2024, ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures des élections des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Dépôt et traitement des candidatures des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs. 15 janvier 2024, cooptation des chefs coutumiers. Le mardi 12 mars 2024, organisation du scrutin des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province. Le samedi 24 février 2024, organisation des scrutins des sénateurs. Alors, élection des conseillers urbains, des conseillers urbains, des bourgmestres adjoints, ainsi que des maires de ville. Le 10 février 2024, convocation de l'électorat pour les candidats conseillers urbains, bourgmestres adjoints, des maires et maires adjoints. Du 11 février au 25 février 2024, ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures des élections des conseillers urbains et les bourgmestres et bourgmestres adjoints, des maires et des maires adjoints, dépôt et traitement des candidatures. De retour sur ces plateaux, autant de réactions. Merci parce que vous êtes en train de nous suivre, cher honorable ministre et cadre de partis politiques. Alors, monsieur Mike Garidiana, c'est à vous la parole. Vous venez de suivre le président de la CENI. Est-ce que calendrier rassure? La notion de rassurer semble ne pas être un élément très intégré par la population, les politiques congolais. Quand vous me posez la question de savoir est-ce que ces calendriers rassurent, si vous voulez ma réponse directe, je vous dis, ces calendriers-là présentent les choses telles qu'elles sont. Dans ces calendriers-là, il n'y a rien de nouveau pour quelqu'un comme moi qui a déjà jeté un œil sur la feuille de route de la CENI. Okay.
la CENI a réitéré justement les délais tels que définis dans sa feuille de route. Donc, quand vous voulez savoir est-ce que ces calendriers rassurent, je crois que la question devait être ailleurs. C'est pas le calendrier le problème, mais je crois que les politiques aujourd'hui font une fixette comme d'habitude dans la politique et dans les arguments d'ordre subjectif. C'est généralement les têtes de gens, les individus et autres. Malheureusement, on ne sait pas des parties de cette maladie. D'ailleurs, on va vite le constater. L'homme politique congolais a pris l'habitude depuis un certain moment de préparer en avance ces éléments de langage qui plantent généralement le décor de la contestation. C'est vrai, on a nos maladies, ça c'est sûr, mais ces calendriers tels que présentés par la CENI dans sa chronologie, la première de choses, il faut définir, est-ce qu'à ce stade ici, à quel pourcentage, parce qu'on a eu des élections en 2018, ici on est en train de réviser le fichier électoral, avec l'ensemble de phases telles que définies dans la feuille de route de la CENI, sommes-nous à même de tenir les délais ou pas? La réponse jusque-là est oui. J'ai vu le travail. Saïmiro Système est déjà presque à 80 quelques pourcents du travail à abattre. Et d'ici janvier, qu'est-ce que je dis? Date limite mars, telle que définie dans la feuille de route. Les kits électoraux seront sur le sol congolais. Après, il faudra définir le déploiement. Dans tout ça... Donnez-moi la photo des Kadima, s'il vous plaît. Dans tout ça, moi, je ne vois pas le problème. C'est comme j'ai l'habitude de le dire dans le débat, si vous revenez sur le... Parce qu'au niveau de la CENI, il y a deux types de contraintes. Si vous revenez sur le contraint d'ordre légo-technique, tout est surmontable. C'est le contrainte d'ordre politique qui pose généralement et encore problème. Quel genre de contrainte? Il y a des gens qui viennent encore sur la subjectivité sur l'élection de Denis Kadima. Il y a des gens qui viendront vous dire non, cette élection n'est pas réaliste juste parce que pour eux, non, mais les délais sont trop serrés. Oui, mais c'est pas question de délai. C'est un élément technique. Prouvez-nous noir sur blanc que finalement les délais tels que définis ne saura pas être atteints. Je peux comprendre. Les gens se disent en 2011, on a pris 16 mois pour pouvoir enrôler et puis consolider le fichier. Oui, mais ça c'est en 2016. Aujourd'hui, avec le système, avec les quelques éléments d'innovation apportés dans la mutualisation, c'est des opérations qui peuvent se faire en 5, 6, 7, 8 mois. Okay. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a quelques éléments qui ont apporté des solutions à des temps élastiques qu'on a eu autrefois. Donc, le problème en soi, même dans votre question, je comprends, quand vous parlez du calendrier, c'est ce que nous, on appelle en communication des effets placebo. On prend le calendrier, mais en réalité, derrière le calendrier, les problèmes est ailleurs. Le problème, c'est Denis Kadima. Le problème, c'est le bureau de la CENI. Et à ces niveaux-là, c'est là où il y aura le grand des débats, un débat interminable qui va servir d'éléments de langage pour certains qui ne sont pas prêts pour les élections. Ils vont l'utiliser parce que on veut forcément mettre un peu le fait, on veut forcément contraindre les pays à retourner dans les sempiternels du problème d'élection. Parce que j'ai vu un politique qui dit ces calendriers-là, il faut un consensus autour de ces calendriers. Je posais la question, quand vous voulez le consensus autour du calendrier, qu'est-ce que vous entendez par là? Oh non, il faudra qu'on mette ensemble les politiques pour discuter de ces calendriers. J'ai dit, mais non. C'est pas dans vos prérogatives. C'est une institution d'appui à la démocratie. Ils ont la technicité pour ça. Et présentent le calendrier. Maintenant, si vous estimez que en tant que parti politique, dans votre commission électorale, vous avez des arguments techniques contraires, avec les délais, il y a des cadres de concertation. Allez-y là-bas, présentez-le. S'il y a défaut de ne pas être entendu par la CENI, revenez sur le plateau de télé avec des arguments A plus B. Dites au regard de ça, avec autant d'expertise. Je préfère avoir ces débats-là qu'avoir le débat de est-ce que c'est calendrier réaliste? Non, c'est calendrier n'est pas réaliste parce que cette CENI se plaignait des questions de financement et d'autonomie de gestion. Finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement sur la mutualisation de l'opération d'enrôlement. Moi, je suis de ceux qui estiment que cette approche-là va nous ralentir. Mais si la CENI continue à expliquer, qui est expert, que finalement, ça ne posera aucun problème, je ne suis pas de ceux qui qualifient les infractions avant les actes. Je préfère attendre voir. C'est à ces moments-là que moi, je pourrais apporter une critique pour dire, finalement, je me donne raison de ne pas coupler l'enrôlement à l'identification de la population. Merci, monsieur Mike Gardi, analyste politique. Monsieur Benoît Yolama, vous êtes du PPRD, donc vous êtes dans la résistance ou l'opposition. Alors, quelle est votre analyse par rapport à la publication de ces calendriers? Êtes-vous confiant que maintenant c'est bon parce qu'il y a des dates qui vous rassurent qu'il y aura élection en 2023? Bon, les dates ne rassurent jamais. C'est plutôt le système et l'individu qui doivent rassurer. Je crois que, en regardant même la manière, l'attitude que présente M. Kadima, pour tout celui qui a eu à
à connaître les notions de psychologie, vous allez constater que même en lisant, au début, son texte lui-même n'est même pas sûr de ce qu'il est en train de lire. C'est comme un test qu'on l'a envoyé au moment où il venait d'arriver sur un plateau et qui devait se débrouiller pour comprendre même les dates qui ont probablement même une police épidémique de 15 ou 16. Dans sa lecture pose déjà problème. Ça dégage déjà, même ailleurs, c'est ce qu'on fait. On observe l'attitude de la personne, on sait que cette personne est en train de mentir. Donc tout ce qu'il a fait, c'est maquillage. Okay. Je m'en vais d'abord sur le plan technique, contrairement à ce que Monsieur Diana a parlé. D'autres élections. Prenons l'élection de 2018. L'équipe, l'ancien bureau de la CENI avait pratiquement engagé près d'une année pour enrôler 45 millions de citoyens congolais. Et l'équipe actuelle estime que l'État mesure dans 6 ou 8 mois enrôler 50 millions. Or, les projections dégagent que à chaque élection, depuis 2006, il y a au moins une augmentation de près de 15 millions de personnes en âge de voter. C'est ce que nous avons remarqué depuis 2006 jusqu'au moment où nous parlons. Si vous regardez, ça sera 45 millions, 50 millions, 60. Et les statistiques qui doivent actuellement être exploitées peuvent aller entre 65 millions à 70 millions de citoyens congolais. Donc, personne n'est appelé à poser l'acte civique. Alors, et il y a un problème sur le plan technique, puisque lorsqu'il y a enrôlement, on utilise la loi numéro 04 portant identification et enrôlement des électeurs, et cette loi a des garanties qui sont à l'intérieur, où l'enrôlement ne peut pas se faire en une journée. Ça prend du temps, et lorsque ça prend du temps, c'est que quel que soit le mécanisme qu'on peut mettre en place, quelle que soit la logistique qu'on peut utiliser, il est difficile qu'on réalise un enrôlement, en tout cas normal, dans 6 mois. C'est impossible. Il y a le facteur géographique. Il y a des machines qu'il faut déployer, faire le dispatching à travers le territoire national. Jusqu'au moment où nous parlons, il y a des machines qui ne sont pas arrivées au pays. Jusqu'au moment où nous parlons. Il y a la question des formateurs, J'ai entendu qu'en dehors de l'entrepôt, la CENI continue encore à former des gens qui doivent aller former d'autres personnes. Or, aujourd'hui, il y a l'usage de la technologie. Et ça nécessite des prérequis par tous ceux qui vont l'utiliser. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, qui n'a jamais utilisé la machine, on lui donne la machine et on lui demande de commencer à faire le travail. Ça ne peut pas se faire. Il faut une formation et après la formation, il faut tester si les connaissances ont été réellement acquises. Que par le passé, la dernière élection, on a vu des endroits où les machines n'ont pas bien fonctionné, puisqu'il y avait carence au niveau du savoir des gens qu'on avait formés. Et ici, on a presque chassé tout le monde. On a engagé une nouvelle série dont on ne connaît pas réellement leur niveau de formation. Et c'est ces gens-là qu'on va donner des machines qui auront des problèmes et on va vous dire que nous allons faire dans 6 ou 8 mois. C'est tout à fait irréalisable. Je suis là, moi aussi je suis chrétien, et j'estime que ces jours-là, nous allons revenir sur ce plateau pour dire nous sommes trompés pour nos analyses, et je crois qu'il faut que les choses aillent autrement. Et le territoire national, il y a des coins que vous n'entendrez jamais par Kinshasa. Il faut passer par Brazzaville. On l'a connu avec les anciens bureaux. Il faut traverser par Brazzaville pour entrer dans certains coins de l'Équateur. Et il y a des coins où vous allez transporter les kits électoraux que par la voie fluviale. Vous n'avez rien du tout. Donc vous n'avez pas de choix. Et vous pouvez faire 2 semaines, 3 semaines en train de faire le dispatching de matériel électoral à travers le territoire national. Et jusque-là, des machines ne sont pas encore arrivées. Totalement, on dit le mois de mars, et toutes les machines pourraient arriver ici donc au Congo. C'est un problème. Et quand est-ce qu'on va déployer ces matériels? Quand est-ce qu'on va les déployer dans des provinces, dans les territoires? Monsieur Philemon, vous avez la vidéo des matériels de la CENI. Quand est-ce qu'on va le faire? C'est aussi un problème qui n'arrive pas. Ni Diana, ni le président de la CENI n'arriveront jamais à vous donner des réponses. J'ai été à l'intérieur du pays. Je connais l'état de délabrement et surtout avec la gestion chaotique actuelle du pays, la situation est très grave. Si à Kinshasa, pour quitter le rond-point magasin, pour atteindre Mimosa, vous pouvez faire 3 heures. Voilà, nous avons les matériels. 3 heures. Et donc, à l'intérieur, il y a des endroits où vous pouvez faire 2 semaines en train de faire, même la moto ne peut pas passer. C'est une réalité.
qui n'est pas prise en considération parmi ces contraintes. Et là, c'est un élément purement technique. En plus de ça, lorsque vous regardez comment la CENI a fonctionné par le passé et le fonctionnement actuel, nous évitons qu'on entre dans les volets purement politiques puisque nous contestons le bureau, puisque nous estimons que ce bureau n'a pas été bien composé conformément au jeu politique. Et le bureau a été composé de gens qui sont le fruit de la tricherie. Et ça, nous les dénonçons. Si ça pourrait être des préalables et qu'il y aurait une discussion d'une journée ou 2 jours, merci, nous estimons. Mais nous sommes prêts pour aller aux élections, puisque c'est le moment où le peuple vomit M. Tshilombo et son équipe, qui sont spécialisés dans la corruption, dans les détournements, dans le vol. C'est le moment qui nous dévoile aux élections. Merci. Pour le faire partie. Merci. Pour terminer. Chité, Alors, 30 secondes. En dehors des kits électoraux, il y a un problème du nettoyage du fichier électoral. Les doublons, ça peut se faire pratiquement 1 mois. Et pendant 1 mois, il faut élaguer les doublons. Et après avoir élagué les doublons, vous devez aussi arriver à faire l'appel à candidature. Il y a un contentieux de candidature qui apparaît, conformément à l'électoral. Et lorsque ce contentieux apparaît, il faut absolument laisser au juge le temps prévu par la loi pour que les juges puissent décider, donner le point de vue par rapport aux nombreux cas de contestation que nous pourrions enregistrer. Le mois de novembre, 5 secondes. le 18 novembre au 18 décembre, nous n'aurons seulement que la campagne électorale. Et donc le temps qui est ici, à moins qu'on soit un sorcier, le temps que nous avons ici, du janvier au 18 novembre, il n'y aura pas la possibilité de tout faire. C'est absolument impossible. Merci. Merci, M. Benoît Yolama. Je vais revenir vers vous. Maître Donald Kabasele, je précise bien que vous êtes les coordonnateurs de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Donc, vous êtes la bouche autorisée du pouvoir. Alors, M. Donald, en écoutant M. Benoît Yolama, j'ai l'impression qu'il y a les inquiétudes dans son parler, des questions très questionnantes. Si vous organisez les élections avec tout ce qui vient de révéler, vous ne voyez pas que vous êtes en train de peindre le décor des contestations déjà en 2023. Merci pour la question. Je pense qu'on sera le plus posé possible pour essayer effectivement d'expliquer à notre population de quoi il s'agit. Ici, nous avons fait des choix constitutionnels. Nous avons décidé dans notre constitution que ce soit une commission électorale nationale indépendante, organe technique, uniquement préparé pour des questions électorales, qui décide des élections. Nous avons prévu un mécanisme de concertation avec le parti prenante. Vous connaissez la dernière réunion en date, c'était au Palais du Peuple, où même le PPRD de M. Benoît Yolama était convié. Les réunions se sont tenues entre nous, l'UDPS, le Parti de l'Union Sacrée, le PPRD, toute l'opposition. Ils ont eu des séances de travail avec la CENI. Parce que la CENI, cette fois-ci, la CENI a voulu être indépendante et neutre. Écouter le point de vue des uns et des autres. Et finalement, c'est effectivement la CENI qui publie un calendrier. Il est présumé être un calendrier concerté. En tenant compte de tous les aspects soulevés par tous les parties prenantes, toutes les parties prenantes, j'allais dire, on a même associé les institutions du pays. Pourquoi? Les questions de navigabilité, les questions liées aux infrastructures, à l'acheminement de matériel, M. Yolama ne peut pas les savoir plus que le ministre de l'Intérieur du pays. Plus que le gouverneur de province, plus que les chefs de secteur, plus que les administrateurs de territoire, le commune et machin. Ce sont ces gens-là qui ont reçu mandat, justement, d'avoir toutes ces données et de les communiquer à la centrale électorale. Alors, aujourd'hui, la centrale électorale estime que, au vu de toutes les analyses, après concertation avec le parti prenante, la centrale vous dit, comme l'a voulu d'ailleurs le parti de Yolama, on ne peut pas dépasser 1 minute. Les élections doivent se tenir en 2023. Pas de marge de manœuvre. Pas un seul jour. Alors, la CENI s'est comportée
Et elle a rassuré, nous aurons élection en 2023. Maintenant, écoutez les analyses. Okay. Je veux que vous puissiez comprendre l'orientation du PPRD qui est représenté ici par Benoît Youla. Okay. Il vous explique que pratiquement dans ce délai, c'est impossible d'avoir un fichier, de le constituer, de faire les nettoyages, d'organiser le scrutin, de publier les résultats. En d'autres mots, il veut dire qu'il n'y a pas moyen de compresser le délai pour que les élections aient lieu en 2023. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il fallait que les élections se fassent au-delà de 2023. Et ça, je veux que notre population comprenne. C'est une logique. Ça, c'est votre compréhension? Non, ou mais... il vous accuse que vous avez fait les choses en retardant pour manipuler... J'ai un feeling. Okay. Effectivement, c'est comme vous le dites. Ça veut dire, ils étaient effectivement dans une démarche. C'était laquelle? Il fallait qu'on parle, qu'on discute, qu'on dialogue. Je vous parle comme un responsable politique. Okay. Pour certains, on s'est même rencontrés pour parler, parce qu'on est en politique. Il fallait parler avec les gens, voir tout ça. Mais la proposition principale, c'était le dialogue. Pas d'élection sans dialoguer. Et nous avons dit, bah, écoutez, pourquoi on va dialoguer? On dialogue. Le dialogue n'est pas exclu. Mais au même moment que nous pouvons parler, parce que vous avez des sujets que vous voulez évoquer, nous pouvons aussi évoluer avec la CENI parce que notre population attend les élections en 2023. Ce n'était pas le point de vue du parti des Yolama. Ce n'était pas le point de vue de partis de l'opposition qui font beaucoup de bruit. Pour eux, il faut d'abord dialoguer. Dans ces dialogues-là, on va obtenir des remplacements dans les institutions. Les autres vont briguer certains postes de responsabilité. On doit changer le bureau de la CENI. On doit changer la Cour constitutionnelle. On doit aller... Donc, même si cette démarche-là va nous prendre 2 ans de plus, ils étaient favorables. Okay. Ou ils sont favorables. C'est ce que démontrent les réflexions. Alors, aujourd'hui, maintenant qu'ils vous disent que c'est... Donc, l'opposition n'est pas prête pour les élections. Oh, c'est ça la réalité. Okay. La réalité, c'est que l'opposition, c'est ce qu'elle cherche derrière les dialogues. L'opposition estime que dans ces conditions, ils vont perdre les élections. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas implanté leur parti politique. À l'époque, ils utilisaient le moyen de l'État pour se faire connaître. Maintenant qu'ils n'ont pas le moyen de l'État, ils estiment qu'ils doivent avoir suffisamment du temps. Apparemment, leur santé financière fait déjà défaut. Il fallait se la reconstituer. Il fallait. Mais nous, par rapport à eux, nous nous sommes préparés. Nous nous sommes dit non, mais écoutez, parce que notre population attend des élections en 2023, pour nous, par exemple, l'UDPS, on a eu des séances de capacitation, de formation d'observateurs, de témoins. Nous avons répertorié selon la feuille de route qui avait été déjà donnée par la CENI. Nous avons eu des séminaires. Vous vous rappelez, on est parti à Bouela Lodge, on est parti à Kisantu, Kassangoulou. Tout ça, c'était pour s'organiser par rapport à ces élections. Mais est-ce que les Congolais sont prêts à accepter la proposition du PPRD qui consiste à dire on doit aller au-delà de 2023 après les analyses de Yolama? Je ne pense pas que le point de vue des Congolais soit celui-là. Voyez-vous? Mais écoutez, parce que vous estimez que toutes ces contraintes-là pourront nous rattraper un jour, je sais que la manie de politiciens, on arrivera à ce moment-là si par miracle, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, si par miracle, par exemple, la CENI était confrontée à ce genre de contraintes, il sera le premier à refuser qu'on ne peut pas avoir un report. En fait, c'est un peu ce jeu-là auquel il joue. Ça, on n'y va pas, on ne peut pas aller aux élections avant 2023. On doit aller aux élections en 2025. On doit se partager des postes. Alors, quand vous refusez, vous dites, bon, la CENI a décidé. Nous ne sommes pas la CENI, c'est la CENI qui décide. On y va en 2023. Ils commencent effectivement à préparer les lits de contestation. Merci. Et les Congolais comprennent qu'ils ne sont pas préparés. Merci. Ils n'ont pas de moyens ni logistiques ni humains. Ils savent pas installer leur parti politique partout. Et ce n'est pas de la responsabilité du pouvoir que nous sommes. Pour nous, nous appelons les Congolais à accompagner la CENI dans ce calendrier. Merci. Parce qu'on réclame, les élections et on les aura. Merci, Maître Donald Kabassé. Alors, Monsieur Mike Gardidiana, où se trouvent les vrais problèmes? Parce qu'apparemment, l'opposition pense que le temps n'est pas favorable et l'Union sacrée est en train de précipiter les choses.
de Donald Kabasele pense que l'opposition n'est pas prête, alors où se trouvent les vrais problèmes? Il n'est pas aisé de répondre à cette question-là, parce qu'on risque de tomber dans le débat entre l'œuf et la poule. Il y a deux faits de part et d'autre. La réalité, c'est que, j'ai l'habitude de le rappeler aux gens, la crédibilité du processus précède la crédibilité des résultats. C'est au niveau du processus où les politiques se sont arrangés de généralement jeter la baie de cochon venant de chaque camp politique pour préparer cet état de choses. À ce stade ici, la question est simple. C'est une question très fondamentale. Où se trouve le problème? Est-ce que vous savez que quand on parle question des élections, je le rappelle généralement, l'élection est un mécanisme politique. Et dans la politique, le souci d'avoir les élections, c'est qu'il faudra qu'on aille avec une notion de confiance. Ce que vous ne pouvez jamais demander la notion de confiance aux politiques congolais ou africains. Bon, même politique en général. C'est très difficile. Et à ce stade ici maintenant, chacun essaye de tirer des ficelles de son côté. Je prends un exemple. Quand M. Yolama parlait de la question, par exemple, de l'attitude de Denis Kadima. C'est Denis Kadima-là a présenté des contraintes qu'il y a sur la feuille de route. Parmi les éléments qu'il évoque ici, c'est-à-dire le déploiement de kits, dans les négociations, il y a eu un compromis qui devrait être trouvé, qui a été trouvé. Le fait de ne pas compter sur le partenaire maintenant, il faudra mettre en contribution les institutions, notamment les engins de l'armée. Pour le déploiement, atteindre la zone où, par voie de transport, il serait compliqué de pouvoir atteindre dans le délai. Je vous répète ici que les contraintes d'ordre légotechnique sont surmontables. Les contraintes d'ordre technique sont surmontables et c'est pas de la magie. Je ne reviendrai pas sur les discussions en interne, mais je vous dis et j'insiste, je le rappelle aux Congolais, à ce stade ici, l'élément central qui dérange dans le processus électoral, c'est justement le contraint d'ordre politique. Les politiques veulent s'accaparer. Les politiques, chacun vient dans la notion électorale avec ses agendas. Il y a ceux qui estiment qu'ils sont en très bonne posture. Je ne veux pas condamner l'opposition parce qu'on est en Afrique où, quand on va aux élections, le pouvoir s'arroge déjà les 40, les 50% de chances de rapporter les élections. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier dans le processus électoral. Mais du fait de ces éléments aujourd'hui, on tourne à rond. Quand vous posez encore la question, qu'est-ce qui bloque exactement? À ce stade-ci, je vous dirais, ce qui bloque aujourd'hui, l'opposition a fait une fixette sur Denis Kadima. Mais le problème, déjà, Denis Kadima, c'est un problème. Il faut changer les bureaux. Je vous dis, pour créer la confiance. Je sais que quand je parle, Benoît Yolama m'entend. C'était le premier mot qu'il a sorti. C'est-à-dire, quand vous regardez, il s'est focalisé sur Denis Kadima. Aujourd'hui, le problème de l'opposition, c'est la personne du président de la CENI. Mais le problème, c'est que même si on changeait Denis Kadima, il nous est difficile ou presque impossible de faire confiance à quelqu'un à la tête de cette CENI-là. Il ne faudra pas oublier que Denis Kadima est arrivé après un long processus. Nous ne sommes pas dans le respect du process. On fait le débat des individus. Alors qu'à ce stade ici, on devait rester sur les questions d'ordre technique. Dans le contrainte politique, là où moi je pense que l'opposition devrait concentrer ses efforts, c'est au niveau de la représentation de leurs délégués. Vous pensez que le débat des individus pose problème? Si Kadima agit par procuration, est un pion des régimes Tshisekedi, donc l'opposition ne peut pas aller les yeux bandés. Moi, je ne le pense pas. Je vous le dis sincèrement, moi, le profil de Kadima ne me dérange pas. Moi, le profil de Kadima, au contraire, je pense que même si on était dans un pays de mal, c'est le mal nécessaire. Le profil de Kadima, moi, ne me dérange pas. Ça, c'est la posture de l'opposition. Mais la question, c'est que qu'est-ce que vous faites quand vous avez en face de vous un prisme défini depuis de temps? Ou quoi que vous fassiez, les gens voient les choses de cette manière-là. Est-ce que vous ne rendez pas compte, vous êtes journaliste, soyez sincère, vous ne rendez pas compte que les éléments de langage sont presque les mêmes depuis qu'on a commencé les cycles électoraux? Ce ne sont que des acteurs qui changent, mais l'élément de langage ne change pas. Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte? C'est tel est un pion, tel est ceci, tel est cela, on se refuse. Alors qu'à ce stade ici, je me répète. Peut-être que c'est parce qu'on ne respecte pas la procédure pour que la personne arrive à la tête de la CENI, c'est le nœud du problème. Si vous respectez la procédure, peut-être on pouvait éviter tous ces problèmes. C'est quoi la procédure? C'est quoi la procédure à votre sens? Les choix des délégués, puisque c'est pas nous qui posons des questions, c'est les choix des délégués
de l'opposition à la CENI. C'est un problème. Ça, c'est ce que moi je viens de vous dire. C'est un problème de Là où procédure. vous devrez poser le problème, c'est la représentation, vos délégués au niveau de la CENI. Le problème n'est pas Kadima. Le problème, c'est à ces niveaux-là. C'est en interne. Est-ce qu'aujourd'hui, le PPRD gagnerait en allant faire un combat contre Denis Kadima? On sait que la machine ne retournera pas. Pour ça, au lieu de se concentrer sur les délégués, parce que dès lors que vous avez une représentation qui vous permet de prendre part, de suivre le process et les instances décisionnelles, ça vous facilite la tâche, ça vous permet à vous d'avoir un regard sur le processus et avoir des arguments si jamais il y a fraude. Au lieu de rester sur les questions d'ordre essentiel, on est dans autre chose. Merci. Et malheureusement, c'est à ces niveaux-là qu'on a un problème. C'est une question, j'ai envie de le dire comme ça, c'est une question de culture. J'avais envie d'entrer dans le fond sur les questions d'ordre légo-technique de la CENI, mais puisque vous ramenez la question à ces niveaux-là, on a un problème avec le politique. Et à ces stades ici, c'est vice-versa. Cette opposition va déjà avec une posture de ne pas avoir confiance aux animateurs. On prépare ça un lit pour la contestation. Quoi qu'il arrivera après, on dira non, d'ailleurs, c'était un candidat kamikaze, il est venu pour servir tel, il est venu pour faire autre chose. Et c'est ça notre maladie. Merci. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ça? Merci. Ramenez-nous le débat sur le contraint d'ordre technique. Les contraintes politiques, il y a beaucoup de subjectivité, chacun tire le droit de son côté. Rentrons dans les questions techniques. Merci, Monsieur Garidiana, parce que on est en politique, nous voulons bien que les choses aillent de l'avant. Monsieur Benoît Yolama, vous êtes dans l'opposition. On vous reproche, vous, l'opposition, par le régime, que vous n'êtes pas prête pour les élections. Vous êtes en train de chercher des dialogues, une manière d'entrer dans les institutions pour se faire une santé financière et aussi même accepter même des zones de dialogue. Est-ce vrai, vous n'êtes pas prêt? Au lieu de le dire clairement, vous cherchez le problème sur Kadima. C'est un point de vue qui n'engage que ceux-là qui le répètent régulièrement. Nous ne sommes pas concernés par cette approche des choses. C'est nous qui demandons qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels. C'est nous qui faisons pression pour que nous n'ayons pas une seule minute de prolongation. Et je ne vois pas comment aujourd'hui, nous qui avons l'expérience électorale, pouvons nous fier aux déclarations que les autres sont en train de faire. Notre problème est à la fois technique et politique. Et tout ce que M. Kadima fait n'aura que deux résultats. Soit un enrôlement bâclé, soit une tricherie déjà préparée. Nous ne préparons pas la tricherie. Puisque je vous donne, ce n'est pas un bourgmestre qui va transporter les kits électoraux. La CENI est appelée Commission électorale nationale indépendante. Elle est censée ne pas jouer de l'influence d'autres structures de l'État. Mais on dit qu'il faut laisser cela, on va associer l'armée, on va associer nulle part dans les dispositions de la loi électorale où on a dit que la CENI doit collaborer avec l'armée. Nulle part. C'est la première observation qu'il faut retenir. Deuxième chose, lorsque vous prenez les quelques dispositions qu'ils ont révisées, et la partie qu'ils ont révisée, ils n'ont révisé que pour dire que le vote serait électronique. Ça existait déjà. Notre problème, c'est au niveau des dispatching du matériel électoral qui nous disent, puisque s'il faut que le matériel se termine, la production ou l'arrivée se termine au mois de mars, c'est qu'entre le mois de mars et le mois de décembre, il y aura déjà des provinces qui n'auront pas un recensement ou un enrôlement. Alors, s'il n'y a pas enrôlement des gens dans le délai, il y aura des problèmes pour les doublons, parce que les doublons prennent en considération toutes les provinces de la RDC. Les gens qui pourraient s'enrôler à Kinshasa, mais après déplacement, ils s'enrôlent à Lubumbashi, peut-être à Goma, peut-être à Bukavu. C'est un problème technique. Et ce problème, généralement, la CENI recourt aux experts externes, pas internes, qui viennent faire son travail là. Parce que j'ai vu un jeune, je ne sais pas qui c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui a fait son travail pendant 2 mois à la CENI. Ce n'est pas une affaire automatique, on vous dit, on a relié les données, on a fait ceci, on a fait cela. C'est pas comme ça. Mon geste est plus simple que ce qu'on est en train d'imaginer. Et donc, nous disons qu'il y a un problème purement technique. On n'a même pas besoin qu'on sorte de cette situation qui est réelle, qui est sur le terrain. Si la discussion suit, en fait, c'est du régime qui nous sommes déterminés. Je l'ai dit, vous aviez posé la question à l'homme de l'Union sucrée, pour qu'il vous parle des questions techniques. Il vous parle de la campagne électorale. Il vous parle des réalisations de son chef. Il ne vous parle plus
des questions que j'ai relevées. Je dis que les doublons, pour élaguer les doublons à la CENI, ça peut prendre 2 mois. Il ne montrera aucune donnée technique, ni informatique, qui peut rassembler toutes les provinces dans moins d'1 mois et vous élaguer tous les doublons. Qu'il faut les afficher. Et il faut qu'il y ait des recours. Après qu'on ait affiché les gens qui ont été élagués, pour que les gens disent, je n'ai pas été concerné, probablement quelqu'un qui pourrait avoir des empreintes où la machine se serait trompée. C'est pas moi. Ça, la loi prévoit cela. Mais si on dit qu'on se passe de tout cela pour compresser, la loi ne dit pas qu'il faut les compresser. La loi dit l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. C'est ce que nous entendons. Et au moment où M. Chilombo et son équipe est vomi avec la tricherie, avec les vols, avec tout ce que nous connaissons à travers le territoire national, des promesses irréalisables, sur le moment, avec ou sans argent, nous allons l'emporter, nous avons l'expérience électorale. Mais quand on voudrait équilibrer pour faire croire que l'opposition avait peur, peut-être l'opposition qu'ils sont en train de créer, mais notre opposition n'a nullement peur de personne, puisque nous avons l'expérience. Avant d'arriver ici, combien de gens m'ont demandé en coup de route d'être candidat à Kinshasa? Combien de gens? Ce qui ne ferait pas avec le monsieur de l'Union sacrée qui est déjà dans une voiture fumée. Mais nous, nous avons l'expérience. Mais nous disons qu'il y a des problèmes pirement d'ordre technique. Et la discussion, la négociation, au contraire, c'est l'opposition. Et donc, le pouvoir doit avoir une chance. Qu'il y ait une opposition qui est structurée, et une opposition intelligente, nationalité, qui dit, moi, je ne peux pas aller, par exemple, à Kampala, à Kigali. Moi, je voudrais les élections. Et il faut écouter cela, puisque ça n'écoute pas. Quand mon jeune frère, mon fils, pas jeune frère, dit que le processus est irréversible, à considérer qu'aujourd'hui il y a un coup d'État, qu'est-ce que quelqu'un dit m'en va faire? À considérer aujourd'hui qu'il y a un coup d'État, qu'est-ce que quelqu'un dit m'en va faire? Donc il n'y a pas une hypothèse qu'on peut exclure en politique. Il faut prendre tous les paramètres, vous les analysez, et lorsque vous les analysez, vous serez un bon expert, les gens pourront vous écouter. Mais lorsque vous tentez de prendre, on vous présente comme expert, vous tentez de prendre une tendance pour dire l'opposition peut crier, rien ne s'arrêtera en ce niveau-là, sincèrement. Même moi qui suis, en tout cas, du côté de l'opposition, il me dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il voudrait communiquer à l'opinion? Mais nous, notre problème, c'est de faire constater à l'opinion que le pouvoir voudrait. Pourquoi le pouvoir tenait absolument à avoir Kadima, tenait à avoir une cour constitutionnelle monocolore et tribal-ethnique? Pourquoi? C'est pour préparer, c'est pour la tricherie. Donc, il y a déjà des résultats préparés. On va nous dire, nous imposons ces résultats comme le mécanisme d'obtention des résultats au niveau des bureaux et de vote est tout à fait difficile. On va jouer le même jeu et directement après, nous serons dans la situation. Une réponse simple à M. Lama. Quand il pose la question, il demande à la CENI de prendre en compte le paramètre de si jamais il y a un coup d'État. C'est pas de l'essor de la CENI. La Constitution a prévu les cas d'empêchement. À ce niveau-là, en quoi la CENI peut intervenir? Ça, c'est un travail du législateur, c'est pas un travail de la CENI. Non, non, à vous. Oui, à moi. C'est vous qui avez dit que le processus est déjà irréversible. Oui, De retour sur ces plateaux, c'est votre émission Duel sur la chaîne de la Maman Nationale avec Monsieur Benoît Yolama, cadre du PPRD. Il est ici. À côté de lui, nous avons la présence de Mike Gary, Diana, analyste politique. Et de l'autre côté, Maître Donald Kabasele, coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée, les régimes. Tu sais qui. Alors, Maître Donald Kabasele, les soucis est d'apaiser l'opposition parce que vous n'irez pas aux élections. Ça, il faut quand même qu'il y ait les élections apaisées pour que le peuple ne puisse pas subir trop de problèmes. Alors, le problème que Benoît Yolama relève, il dit, vous ne les rencontrez pas dans les fonds. Vous êtes dans le nuage. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, je vais d'abord préciser que le problème avec Benoît Yolama, avec son parti politique et les autres là qui parlent sur cette question, leur problème, il est ailleurs. Les agendas ne sont pas ce que à quoi nous on pense. On parle d'élection 2023. Ils ont un plan. Il faut un dialogue. Je vous dis, ça c'est politique. Ils sont pas prêts à partir, alors il faut trouver des arguments pour rejeter les calendriers électoraux. Mais vous allez les comprendre. Je vais vous donner... Il a soulevé le problème des doublons. Non, le problème des doublons, il peut être résolu. C'est un mécanisme. Je crois que notre ami Diana l'a si bien expliqué. La CENI a présenté en disant que les risques sont minimisés par rapport à cette question-là, parce que il estime à 98% de chances que le processus, selon le système qui a été mis en place par la CENI, il peut repérer facilement de doublons. Donc ce n'est plus une question de 6 mois ou de 7 mois, pas du tout. La machine a déjà un système. Le doublon, c'est-à-dire quoi? C'est des gens soit qui se sont enrôlés 2 fois ou qui ont fabriqué une identité, qui se sont vus dans les systèmes. Tout ça de personnes peut-être pas habilitées à être là, mais qui sont là. C'est facile de découvrir avec les systèmes qui a été mis en place. Donc, son argumentaire là ne tient pas debout. Même si cet argument était costaud. Mais la CENI est technique. La CENI, elle est technique pour ça. Qu'est-ce que la CENI... Mais parce que vous voyez, quand on publie un calendrier, là, Denis Kadima était en train de lire. Il y a tout un document disponible. Est-ce que les opposants ont ces documents? Ils ne l'ont pas. Là où il y a de précision par rapport à qu'est-ce qui va se faire demain, qu'est-ce qui va se faire après-demain, tout ça est dans les calendriers électoraux. Ça, ce sont les grandes dates qui sont annoncées. Mais le processus en soi, on vous a dit qu'ici, on a présenté un cahier de charges. Vous allez demander à M. Yolama s'il a déjà vu ce cahier de charges. Peut-être qu'il n'a pas fait d'effort pour ça. On parle du calendrier. À part les communiqués de Kadima qu'il a suivi tout à l'heure, est-ce qu'il a vu ce calendrier? Est-ce qu'il a touché? Alors, c'est des gens qui spéculent, qui veulent effectivement faire la diversion. C'est des gens effectivement qui veulent manipuler tout un peu sans argument valable. Je vous donne le cas de figure. Nous sommes le 16 novembre 2017. C'est les jours où, à l'époque où eux étaient aux affaires, en 2017, ils ont annoncé le calendrier électoral. Je dis bien le 16 novembre 2017. Pour des élections qui devraient se faire le 23 décembre 2018. Pratiquement une année a séparé cette date des élections. Il n'a jamais posé ce problème. Il y aura des doublons, il y aura ceci, cela, ça ne tiendra pas. Ça tenu, on a eu des élections en 2018. C'est pratiquement la même période. Aujourd'hui, chez nous, le calendrier a été annoncé le 26 novembre 2022. Pour des élections qui se font le 20 décembre 2023. Alors, c'est quoi la différence? Parce que même s'il faut analyser le processus passé avec celui-ci, comment vont-ils nous expliquer qu'à leur époque, ils ont séparé la date de la publication du calendrier avec celle des élections effectives? C'était d'une année. Nous faisons la même chose aujourd'hui. La CENI fait la même chose aujourd'hui. En partant de 2022, là où nous sommes au 11e mois, vers décembre 2023. Ils disent que pour nous ou pour la gestion actuelle de la CENI, ça devient impossible. Est-ce que cet argument tient debout? Pourquoi à votre époque, une année, séparer la date de la publication du calendrier avec l'élection, et ça tenait, et qu'aujourd'hui, nous le faisons dans la même période, ça ne va pas tenir. Donc, c'est fallacieux comme argument, ça ne tient pas debout. Ici, tout ce que nous pouvons faire, c'est rappeler aux amis. Arrêtons de fantasmer sur Kadima, il serait voté, je ne sais pas comment. Vous connaissez l'hypothèse, le truc de Malonda. Vous savez, qu'est-ce qui a été boutiqué et comment nous sommes arrivés jusqu'à Kadima. Vous voyez, tout ce processus-là, les Congolais n'ont plus besoin de revivre les mêmes chansons. Pas Kadima, il faut mettre Malonda, pas Malonda, il faut mettre... Non! Renforçons le contrôle électoral. Okay. Si vous estimez que, peut-être dans le calendrier qui est donné, qui n'est pas réaliste selon vous, encore qu'il n'y a pas d'argument, vous estimez qu'il fallait surveiller ces élections, préparez des témoins. Implantez-vous partout.
Soyez dans tous les bureaux de vote. Vous aurez de PV. Vous aurez même des clés USB. Vous aurez tout ça comme preuve. Et venez de montrer qu'on a, comment on va dire, on a triché l'élection. Mais ici, on est en train de faire une sorte de mettre la charrue devant le bœuf. Merci. Nous discutons sur le sexe des anges. Qui vous a dit que la CENI ne tiendra pas ses calendriers? Est-ce que c'est Yolama qu'il faut croire? Un kabiliste convaincu qui va venir vous dire que les élections ne tiendront pas en 2023, ça tiendra en 2025 parce qu'on doit parler, parce qu'on doit faire des dialogues. Merci. Donc on n'est pas sur ça. Je pense que l'affaire a suffisamment évolué. Merci. Les amis doivent s'adapter. S'ils ne sont pas préparés, c'est d'ailleurs important ce que je vais dire. Alors, merci. S'il te plaît, c'est important. 5 secondes. Si les amis ne sont pas préparés, vous n'êtes pas obligés de participer à une élection. Merci. Vous n'êtes Maître pas obligé. Donald Kabasele, c'est par rapport à cette question. Monsieur Lazik ou Monsieur Philemon, donnez-moi la photo de Faïlou ou Mouzit ici derrière, Mike Gary Diana, en écoutant Maître Donald Kabasele. C'est ce que l'opposition pense aussi, que le régime est en train de boutiquer les choses pour le mettre à l'écart, afin qu'il ne participe pas dans de bonnes élections. Mouzit pense que même le déploiement des kits électoraux vont poser problème également. Faïlou et les autres, pensez-vous on peut aller aux élections sans l'opposition? Est-ce que le chef de l'État aura la crédibilité qu'il organise les bonnes élections? Si les régimes, voulais-je dire. À cette question-là, je ne vois pas cette opposition-là échapper aux élections. C'est compliqué. Cette opposition-là sera bel et bien aux élections. Mais le problème. Donc vous les imposez les conditions. Je les impose pas. Je vous donne. Regarde la pensée de l'homme politique. Okay. Il y a des gens qui viennent aux élections parce qu'ils estiment que c'est un moyen de survie politique. Il viendra être candidat, tout en sachant que les choses ne sont pas préparées derrière. On connaît comment la politique se passe. Ils vont établir des liens, des rapprochements et puis finalement d'alliances et autres. Pour l'acteur politique congolais, surtout de l'opposition, prendre part à l'élection est un élément de crédibilité. Et ils le croient, ils sont convaincus que c'est comme ça. Okay. Mais en dehors de ça, quand vous parlez de... je crois que le pouvoir essaye d'exclure l'opposition. L'opposition, c'est ce que Donald vient de dire. Mais vous n'êtes pas obligé de venir. Bon, est-ce qu'il y a de l'impératif dans ce qu'il dit? Vous n'êtes pas obligé, ça veut dire qu'il y a un libre arbitre. Quitte à vous de choisir, êtes-vous prêt ou pas? Mais il y a une vérité, je l'ai dit depuis le départ ici. Ne demandez pas aussi à cette opposition de manière naïve. On est en Afrique. La crainte, c'est d'avoir en face le pouvoir et on estime que le pouvoir se donne déjà les 40, les 30% de chances de remporter les élections. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un débat de poule et l'œuf. La confiance mutuelle n'existe pas et n'existera pas maintenant. C'est là où maintenant j'ai dit qu'intervient la notion de la responsabilité, prendre l'essentiel. L'essentiel pour l'opposition aujourd'hui, c'est militer pour la représentation, leur déléguer au niveau de la CENI. Pour moi, je pense que c'est la première des choses que l'opposition devrait faire. Faire en sorte que chaque formation qui en a droit s'identifie à son délégué là-bas. Mais il y a déjà les délégués. Ils sont représentés. Il faut encore refaire les choses. Vous pouvez poser la question. Je ne suis pas sûr qu'il vous dira qu'Agé Matembo est en odeur de sainteté avec le FCC. Okay. Ça, c'est clair, c'est connu. On vous dira pas que, comment il s'appelle, un autre cacique qui est là, j'ai oublié le nom, du PPRD, est avec eux. Il y a eu des ruptures consommées. Et ça, malheureusement, c'est une pratique qui date depuis longtemps, qu'il faut qu'on corrige. Parce que, je le répète, c'est la crédibilité de ce processus qui donnera la crédibilité au résultat. Et le plus grand combat à ce stade ici pour avoir un droit de regard, c'est à ces niveaux-là que j'estime le combat de l'opposition maintenant. Mais sur les questions de fond, sur les questions d'ordre technique, je répète encore une fois à Monsieur Yolama. Parce que, en termes des nettoyages des doublons, de lors qu'on a un système centralisé, avec la technologie d'aujourd'hui, le repérage des doublons est plus facile qu'avant. Si aujourd'hui on peut avoir la technologie pour le fact-checking, savoir déterminer la résolution, l'image, l'authenticité et de quand il a été publié, par des technologies, je parle sous réserve de programmateurs qui nous regardent, contrôler les doublons dans un fichier centralisé, il n'y a pas plus aisé que ça. La difficulté autrefois, c'est que le système était sémi. C'est-à-dire qu'une machine qui identifie ici, je peux m'enrôler ici, aller là-bas, le système n'était pas centralisé. On faisait la centralisation du fichier après l'enrôlement. Et qu'aujourd'hui, parce que la CENI, par la loi électorale, a obtenu la possibilité d'utiliser le système semi-électronique, peut facilement établir un corridor, un point central où l'ensemble des fichiers est contrôlé, autant qu'on peut le faire pour l'ensemble des résultats. On peut compiler les résultats des différentes bases à l'espace de quelques minutes après le vote. Ça veut dire qu'à ces niveaux ici, la technologie offre beaucoup de possibilités. À ces niveaux-là, il n'y a pas de problème, croyez-moi. Autant que la machine à voter nous a permis de gagner en temps, était une technologie, une solution
technologique qui a permis d'organiser les élections dans un délai très bref. Ça, c'est une prouesse, je ne cesserai jamais de le dire, je le dirai assez. La machine à voter est une prouesse de l'intelligence congolaise. Et qu'aujourd'hui aussi, croyez-moi en technologie, il y a plusieurs possibilités. Le problème des doublons n'est pas un problème. Si vous rentrez encore dans la question, au niveau du déploiement, oui, il y a certes quelques problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier le contexte sécuritaire dans certaines zones où il faut espérer faire arriver. Déjà qu'à ce stade ici, il y a dans les différents entrepôts de la CENI, notamment dans les zones de sécurité, il y a certains entrepôts qui ont été saccagés par le groupe armé. Il faut réfléchir sur la possibilité de pouvoir refaire le stockage. Et aujourd'hui encore, il y a des acquis. Quand vous allez dans les différents secrétariats au niveau provinciaux, vous vous rendez compte qu'il y a déjà une base. Ici, il faut réviser, il faut compléter en fonction de l'évolution de la nouvelle cartographie. Donc, en quelque sorte, c'est pas un processus qui part de zéro. C'est un processus qui a des acquis aujourd'hui qu'il faut normaliser. Et quand il faut normaliser, c'est différent du processus de 2011, de 2006. 2018 est parti d'ailleurs avec un fichier électoral ancien, à peine retouché dans quelques dispositions. Donc à ce stade ici, je crois qu'on a deux acquis. Et ce qui fait que dans le contraint de l'ego technique, tout est jouable, on peut tout contourner. Okay. Seulement, à ces niveaux-là, tout dépendra de la volonté. Il a parlé de la question de législation. La loi ne parle pas de la collaboration avec l'armée. Mais ma foi, on parle du processus électoral. Okay. Si on peut espérer avoir la collaboration en termes de logistique de la MONUSCO, à combien plus forte raison l'État congolais, qui est le premier partenaire de la CENI, de pouvoir dire à ces niveaux ici, en termes de charge, je peux déduire de ça pour vous fournir la logistique pour pouvoir vous permettre d'acheminer les matériels. Je ne pense pas. C'est pas en violation avec le droit. Il n'y a pas de violation des textes. Okay. Il n'y en a pas. Alors, mais une question de curiosité, parce que cette question avait soulevé autant de morts en 2018. On garde la machine à voter? C'est la meilleure option? Si, qu'est-ce que Mirou fait? Mais Mirou Système fait alors? C'est la machine à voter. On va aller avec la machine à voter, avec la possibilité qu'on a donnée à la CENI cette fois de quitter la dimension manuelle qui avait fait de cette machine une simple imprimante. On imprime un bulletin, puis on met dans les urnes, mais cette fois, la CENI a la possibilité de choisir entre le manuel et le semi-électronique. Mais la loi ne lui permet pas d'aller dans le vote électronique. Donc dans les semi-électroniques, on peut voter là-bas et centraliser le résultat en si peu de temps. Merci. Avant de passer à autre chose, je vais donner également la parole à M. Benoît Yolama. Monsieur Lazik, M. Filemou, je peux avoir la photo des Fayoul. Le Fayoul ici derrière. Ici, j'aimerais bien poser cette question à M. Benoît Yolama. M. Benoît Yolama, vous êtes cadre du PPRD. On vous reproche, vous, le PPRD, de créer des problèmes à ce processus parce que au sein de l'opinion et dans la population, vous n'avez plus la crédibilité. Vous n'arrivez plus à supporter l'opposition. Vous aimez bien toujours être dans les institutions. Alors, pour éviter le problème, pourquoi ne pas s'entourer autour de Martin Fayoulou qui s'affirme aujourd'hui comme leader de l'opposition? Comme ça, vous irez aux élections avec un peu de crédibilité. Bon, là, c'était notre débat. L'opposition, ce n'est pas non seulement en Afrique, un peu partout à travers le monde, le pluriel. Il y a les gens de l'extrême gauche, les gens du centre, chacun crée l'opposition à sa manière. Et il n'y aura pas une même idéologie, bien que certaines positions souvent rapprochées, mais nous estimons que le travail que nous faisons, c'est pas des... Nous trouvons un leader qui va diriger toute l'opposition. Ce travail n'existait pas. Chaque groupe a son leader. Par exemple, PPRD, vous avez quel leader? PPRD. S'il y aura des discussions autour de certaines questions nationales, nous pouvons nous retrouver sans problème, comme on a fait avec l'Église catholique et le mouvement citoyen. On a marché, vous avez vu comment nous étions ensemble. Vous n'avez pas répondu à la question. PPRD, vous avez quel leader? La question n'est pas celle-là, que le PPRD s'est rallié derrière M. Fayoulou, ou que Fayoulou vienne derrière le PPRD. S'il y aura une coalition électorale et que les choses le permettent, tous les temps le permettent, on pourra peut-être le faire. Mais notre travail n'est pas à ce niveau-là. Moi, je reviens d'abord sur des questions de fond. Je n'entre pas dans des histoires qui n'intéressent pas l'opinion à l'instant. Les dernières machines pourront arriver au mois de mars. Ça, je l'ai entendu sur ce plateau. Et probablement, c'est ce que M. Kadi m'a dit. Si les dernières machines arrivent au mois de mars et que le processus doit prendre 8 mois, indiquez-moi à partir du mois de mars jusqu'au déclenchement... Photo Kadima. Continuez. Alors, jusqu'au moment où... Parce que la campagne, c'est un mois. La campagne électorale. C'est-à-dire le mois de 18 novembre.
automatiquement c'est la campagne électorale. Donc la CENI n'aura plus autre chose à faire. Il y aura un problème de contentieux de candidature qui est dans la loi. Et on donne 3 semaines, pratiquement 1 mois aux juges. Qu'il y a des endroits où les gens feront autant de kilomètres pour marcher. Vous pouvez mettre les logiciels. Ce n'est pas les logiciels qui vont remplacer les juges. Les juges ont aussi des dossiers. Les juges ont un temps qui est prévu par la loi. Tous cela, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas les ignorer pour dire non, il faut compresser. La loi ne dit pas de compresser. Les étapes doivent être respectées. Si le magistrat a 2 semaines ou 3 semaines pour rendre la décision, on ne peut pas lui demander de rendre la décision en une journée. Sinon, c'est une décision déjà biaisée qui sera contestée. Et lorsqu'on dit que la campagne électorale, c'est pour 1 mois, ce n'est pas le 20 décembre qu'il y aura la campagne électorale. Elle commence à partir du 18 novembre pour entendre le 18 décembre. Et on laisse 1 jour ou 2 jours d'intervalle et il y a les élections. Je prends le cas de la Lukunga. Il y a au moins 2289 bureaux de vote à la Lukunga. Tous ces bureaux doivent avoir des gens. Il y a des gens à l'intérieur qui se font recenser, qui se sont fait enrôler dans les élections passées à plus de 50 km pour aller trouver un bureau pour s'enrôler. Ici, on n'a pas dit qu'on a augmenté le nombre de machines. On ne l'a jamais dit. On a dit on a remplacé. Donc, il y a des gens qui vont faire 2-3 jours pour aller s'enrôler, même 1 semaine de marche pour pouvoir s'enrôler. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais qu'on nous dise pas que nous vivions en dehors du Congo, on ne connaît absolument rien de ce qui s'est passé. Mais c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui connaît, et qui n'a pas été, mais qui a été un candidat, et malheureux comme moi, et qui n'a même pas pu battre la campagne. Comme ils disent, bon, nous avons déjà des nouveaux bourgmestres, ils connaissent le pays, déjà qu'on a ramassé par-ci par-là, et qu'est-ce qu'ils vont connaître? Notre problème est purement dans les techniques. Il n'y a pas une composante qui a besoin des élections comme l'opposition. Puisque si nous laissons ce pouvoir continuer à diriger dans ces conditions, le pays va certainement s'étouffer. Puisqu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien à arriver seulement marcher, vérifier. Ici à Kinshasa, on vous a dit que 90% des trous étaient déjà complètement terminés. Mais marcher, tourner. Commencez par l'avenue des Huileries. Partout, il y a des problèmes. Si au moment où il y a des problèmes, c'est en ce moment que nous estimons que c'est le meilleur moment d'aller aux élections. Nous, élections, nous avons l'expérience. Nous savons ce que nous faisons. Ceux qui n'ont pas l'expérience, ceux qui vont chercher à compléter, par exemple, l'UDPS n'a jamais 500 candidats pour la législature nationale. Depuis qu'elle a existé. Comme on a ramassé hier des gens des fameuses sociétés civiles et consorts, on peut peut-être remplacer aujourd'hui à de 500 personnes. Il n'y a jamais 500 candidatures de l'UDPS. Mais nous avons, au contraire, avec tous nos partis, nous partons au-delà de ces chiffres. Et nous estimons que le problème est purement technique, mais il n'y a pas un regroupement qui a besoin des élections comme l'opposition. Que les gens qui ont quitté pour des raisons du ventre, ceux qui veulent rester au pouvoir, si moi je voulais avoir le pouvoir, il n'y a pas dans l'opposition quelqu'un qui connaît personnellement M. Chilombo Tshisekedi comme moi. Mais je n'ai jamais été M. Chilombo. Je n'ai jamais toqué la porte. Je préfère garder ma dignité, ma personnalité, mon image. Merci. Que ceux qui se vendent, Merci. qui n'ont aucune culture de dignité et du respect, ceux qui pensent que pour remplir les votes, ce sont eux qui sont dans l'union et sucrés. Merci, nous qui sommes restés, nous sommes des nationalistes. Et nous voudrons que ces élections, en tout cas, la crédibilité, qu'il y ait la transparence, qu'il n'y a pas d'élection déjà pour tirer d'avance. On vous dit nous allons gagner, puisque nous avons un budget pour les voyages et le tourisme politique. Monsieur Benoît Yolama, calmez-vous, on nous fait signe, on est déjà à la fin. Alors, sur ces, donnez-moi la photo où le chef de l'État est avec Paul Kagame, j'aimerais bien voir. Mais je voudrais vous dire une chose. On parle de concertation. Les églisettes ont été envoyées pour nous consulter, pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Et pendant ce gouvernement, que l'opposition ait 40% des ministères et la primature. Les églisettes, consultez-les, contactez-les. Ils sont arrivés chez Fayulu un peu partout. C'est seul Kabila qui a dit, pas question d'arriver pas chez moi. Merci. Si vous ne savez pas, je vous donne l'information. Merci, monsieur Benoît Yolama, cadre du PPRD. Alors, monsieur Donald Kabassé, le coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée, la bouche autorisée du pouvoir. Alors, monsieur Donald, s'il y a les arriérés à payer, sur le premier sujet, vous pouvez les faire. C'est également, je vous donne, c'est votre mot de la fin. C'est bien l'économie de votre temps. Alors,
pensez-vous que la diplomatie de l'actuel régime Tshisekedi rassure ou on peut faire confiance à cette diplomatie? Bon, avant de répondre à cette question, et je voulais dire à M. Benoît Yolamon qu'il existe des mécanismes de collaboration entre la CENI et les institutions de la République. C'est prévu par des textes. Voyez-vous? Donc, ça peut arriver que la CENI collabore avec l'armée pour le déploiement de matériel. Si c'est cela qui vous intéresse, mais soyez rassurés. Nous avons des avions militaires qui peuvent aller partout. Okay. Vous l'avez vu avec les guerres que nous avons et tout ça, et tous les Congolais le savent également. Donc, si c'est ça votre crainte, soyez rassurés qu'il y aura élection en 2023. Vous dites, mais on doit former les gens. Mon frère, depuis le 20 novembre 2022, il y a certainement quelques jours passés, on a publié les listes de ceux qui ont réussi. Les formateurs électoraux territoriaux, les opérateurs des saisies, les agents de bureau, tous ces gens, les listes sont déjà publiées. Ces gens existent, ils ont passé des concours de recrutement qui étaient très sérieux, ils ont réussi. On a recensé les anciens opérateurs de saisie qui sont revenus, qui ont été formés par rapport aux nouveaux enjeux. Et donc, vous n'avez pas de crainte possible. Alors, moi, je connais votre crainte. La crainte de M. Yolamon ou de son parti politique, c'est certainement ils ne savent pas quel genre de message ils vont amener aux Congolais. Pour des gens qui ont passé 18 ans à gérer le pays dans cette catastrophe, on ne va pas parler de gens décapités, de gens tués, de gens disparus. On ne va pas parler de l'argent qui a été volatilisé dans des poches des gens. On ne va pas parler de la corruption généralisée. On ne va pas parler des détournements, des concussions. Est-ce que vous pensez, monsieur le journaliste, avec tous ceux qui nous suivent, les Congolais sont encore prêts à voir PPRD revenir aux affaires? Donc, si cette peur-là les empêche d'accepter qu'il y aura élection en 2023, ils peuvent coopter un candidat qui ne peut peut-être pas être de votre famille politique. Même d'ailleurs, vous pouvez le prendre. Mais je confonds vos rêves. Vous ne voulez pas qu'il y ait élection en 2023. La CENI a décidé qu'il y aura élection en 2023. Il n'y a plus de contraintes. Au vu de ce que vous-même vous avez exposé, il n'y a plus de contraintes. Mais parce que nous vous expliquons qu'il n'y a plus de contraintes. Ni pour le déploiement, ni pour, comment on va dire, la correction du fichier, élaguer le doublon et tout ça. Maintenant qu'on vous démontre que tout ça est faisable, même dans 2-3 jours, qu'est-ce qui vous reste? C'est accepter que le calendrier est réaliste. Je vous ai donné un exemple, je répète. Pendant votre période de gestion, les calendriers avaient été publiés dans la même période. Et il a été réalisé. Donc, c'est de la mauvaise foi de penser que dans la même période, la même CENI refait la même situation et vous dites que ce n'est pas réaliste. Merci. Donc, pour aujourd'hui, ça a quand même plus évolué qu'à votre époque. Merci, maître. Vous demandez si la diplomatie... La question de l'Est, voilà. Pouvons-nous faire confiance à la diplomatie du régime Tshisekedi? Parce qu'on dit, c'est grâce à sa diplomatie qu'on a maintenant aujourd'hui des problèmes sérieux. Non, mais écoutez... Il faut d'abord savoir ce qu'on entend par diplomatie. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on prend des contacts avec des États, on est obligé de leur faire gober notre point de vue. Okay. Je peux venir parler avec vous, je peux faire des démarches pour vous rapprocher. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Parce que en matière, dans les relations entre pays, les intérêts priment de plus que tout. Okay. Et il faut reconnaître que pour la question de l'Est, la République, tout le monde le sait, est victime d'un complot international. Okay. Voyez-vous, nous sommes en train également de payer des arriérés. Vous allez demander à M. Yolamon, pourquoi ils ont signé en 2009 ? Tout ce qui a été signé pour prendre des rebelles, les réintégrer, le mettre dans notre armée, leur donner des postes ministériels, leur donner tout ça. Ils n'ont pas respecté ça. Et ça a créé le mouvement, le tristement célèbre mouvement du M23. Et je sais que le langage utilisé, c'est que, bah, écoutez, en 2013, on a défenestré le M23. Mais tout le monde connaît l'histoire. C'est quand le régime de Kinshasa, qui était faible à l'époque, est allé tout donner
à certaines puissances, que ces puissances-là ont appelé, et d'ailleurs les gens disent que c'est le président Obama qui a appelé, et tout de suite, les rebelles sont partis. Si les agendas ne l'expliquent pas, si les agendas actuels font que nous avons un chef qui est dur, qui veut que la République soit en paix, définitivement, qui refuse de fléchir malgré leur stratégie habituelle, parce que la stratégie c'était laquelle en 2009? Ils ont occupé des territoires, Kinshasa n'était pas en mesure de répondre, il fallait négocier avec eux, ils ont signé n'importe quoi. En 2013, ils sont allés tout donner, et puis on a récupéré. Le rebelle, l'agresseur a voulu faire la même aventure. Il occupe des territoires, et il veut faire fléchir Kinshasa pour signer. Et nous avons répondu d'un ton ferme, par le biais du commandant suprême, que la République va se défendre jusqu'à ce que cette question soit réglée définitivement. Et moi, je pense toutes ces deux options sont utilisées. L'option diplomatique qu'on ne peut pas abandonner tout de suite, et il y a l'option militaire qui est en train de produire ses effets. Et nous voulons l'accompagnement de tous les Congolais parce qu'il s'agit de notre pays. Merci. Alors, Monsieur Mike Garidiana, la même question à vous. Est-ce la diplomatie du régime Tshisekedi rassure? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette diplomatie? Parce que nous parlons également de la question de l'Est. Pensez-vous que la RDC peut avoir ce qu'il faut pour faire la guerre avec le Rwanda ou le M23? Merci pour les deux questions. Je veux commencer par la deuxième. Est-ce que la RDC est à même de faire la guerre au Rwanda? La réponse est oui, bien évidemment. On a ce qu'il nous faut pour pouvoir mener cette guerre-là. Nous sommes sous sanction. On n'a pas les armes. Butundula s'est plaint ici. La cargaison a été... Tout ça, c'est des problèmes. Tout ça, c'est des problèmes. Regardez l'alignement. On est quantième en Afrique et le Rwanda est quantième. En fonction de quoi vous pensez qu'on définit ces palmarès. Donc je crois que dans le rapport de force, on peut faire ça. Mais il est naïf de le dire aux Congolais comme ça, qu'ils vont croire que c'est... cette guerre-là, on va aller faire d'État en État. C'est une guerre par voie interposée. Et qu'aujourd'hui, le M23 est là. Le problème n'est pas à ces niveaux-là. Je rappelle aux gens, c'est que c'est vrai. Même si on va estimer que sur le plan militaire, le bilan est très mitigeux, les massacres continuent et perdurent, mais dans la dimension stratégique, cette guerre nous a permis de voir un peu plus loin. Le contexte actuel nous a permis finalement de mettre à nu les tireurs de ficelles et de faire évoluer la considération qu'on avait sur cette guerre par procuration. Et à ce stade-ci, maintenant, le problème, c'est que quand le contexte évolue, quelle est l'option qu'on choisit pour, cette fois-là, aller toucher le vrai fond du problème? Je suis de ceux qui estiment que les disait matin, midi et soir, que dans le contexte de la sous-région, si on voulait récupérer notre respect, fallait qu'on active la dimension belliqueuse, fallait qu'on active la dimension militaire. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Congolais qui doutera du fait qu'on a décidé d'engager ces bras de fer-là et qu'aujourd'hui, on se rend compte finalement que les lignes bougent. C'est là où intervient la dimension de la diplomatie dont vous faites allusion. Aujourd'hui, les Occidentaux qui n'aiment pas salir le main finissent par trouver des voies et moyens pour trouver comment jouer à l'accalmie. Je le répète ici, ils ont tenté de faire des choses un peu à la manière ancienne. Nous dissuader de ne pas prendre la dimension militaire quand on envoie le secrétaire général des Nations Unies nous faire croire à la toute-puissance du M23 et autres, ce sont des éléments de langage pour dissuader la RDC. Quand on envoie la France venir faire la médiation après le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est des agendas qu'ils veulent nous imposer pour nous définir une ligne de conduite. Le problème ici maintenant, c'est à la RDC. La RDC a ouvertement et publiquement montré sa position. Je crois, et je l'ai toujours dit, pour moi, depuis qu'il est au pouvoir, l'un des plus beaux discours du chef de l'État, c'est son tout dernier discours. Dans la structuration, pour un storyteller, quelqu'un qui sait les dynamiques de ces histoires-là, tout était fait. Il explique aux Congolais qu'on a déjà pris autant de compromissions, même quand Donald Kabasele accuse les régimes passés. C'est aussi parce que, conscient, c'est-à-dire dans cette marmaille-là des Occidentaux, ça fait partie de passif de la RDC. Continuer à montrer la bonne voie de pouvoir trouver des compromis pour que finalement il y ait la paix. Et les cumuls de tout ça fait aujourd'hui que cette option-là de continuer à avoir les deux genoux à terre ne marchera pas. Et pourquoi ça ne marchera pas? Parce que moi j'ai appris un principe, c'est que le pouvoir se conserve par ce par quoi on l'a acquis. Si aujourd'hui le Congo est considéré comme étant une manne
pour les pays voisins et tous les autres qui tirent profil, je ne vois pas en quoi une dynamique de paix leur sera bénéfique. Merci. On vient à peine de commencer. 30 secondes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'évolution de cette situation nous permet. Tout ce que la RDC a fait maintenant, on va à Nairobi, c'est pas un problème. Mais la RDC n'a plus de compromis à faire à ces stades ici. On a déjà montré notre position, on reste là. Et qu'on est à même de pouvoir faire, je l'ai dit, on était en train de mener de raids. Et que finalement, l'Occident, on pense que non, faut arrêter, on va trouver un compromis. C'est à eux de faire le mouvement pour permettre à ce qu'il y ait une amélioration de la situation. Mais depuis toujours, je ne pense pas que la question de l'Est est une question d'individu. C'est pas une question qui me semble être conjoncturelle. C'est un problème un peu plus structurel. Merci. Et qu'aujourd'hui, le ramener à Kabila, à Félix Tshisekedi, on commettrait une grosse erreur. Merci Garidiana. Également, je donne le mot de la fin à monsieur Benoît Yolama. Parce que la RDC est attaquée, on a des problèmes. Il y a même, j'ai suivi Bahati avec les sénateurs qui pensent que c'est la communauté internationale qui n'est pas de mèche avec nous, complote avec nos voisins. Sur ces, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous êtes un nationaliste. Puisque je suis nationaliste, et je le dirais oui, et je le confirme puisque j'ai mon pays. Quand l'opposition a marché ici à Kinshasa contre les forces rwandaises et ougandaises, c'est le pouvoir qui nous a matraqués, nous a ravi les téléphones ici au Palais du Peuple, on nous a frappés, certains ont été arrêtés pour nous dire qu'on ne peut pas attaquer le Rwanda, vous devez fermer la bouche. C'est ce que nous avions connu. Mais nous, ce que personnellement j'ai toujours déploré, c'est cette irresponsabilité de toujours justifier. Qui oublie que pendant près d'une année, les forces rwandaises étaient ici à Kinshasa, payées, logées par le trésor congolais. Ils sont venus à Kinshasa. La question rwandaise était presque réglée à plus de 90%. Puisque ce n'est pas Obama qui avait appelé Mamadou Ndala d'arrêter l'attaque sur les montagnes où il y avait d'énormes munitions et armements. C'est l'armée congolaise qui avait donc frappé l'armée rwandaise ougandaise avec les formateurs américains. Je sais de quoi je parle. Je vous ai déjà parlé d'un cousin qui est décédé, M. Djamba Marley, un pilote qui a transporté les instructeurs américains et rwandais jusqu'au niveau de certaines zones congolaises. Et plusieurs fois, pas une seule fois, plusieurs fois. Alors, et lorsque ceci est arrivé, nous avions, avant même ce qu'on a qualifié de divorce entre le FCC et le regroupement aujourd'hui qui est apparenté à un groupe de cascadeurs. Alors, maintenant, nous avions demandé quoi? Qu'on ne pousse pas l'armée est une structure hiérarchiquement respectée, il faut la respecter. Mais nous disons qu'il faut combattre les Rwandais et il faut aller au-delà. Mais nous avons l'armement. Que Lutundu ne nous dise pas qu'il n'y a pas l'armement. L'armement que nous avons revu M23, les armes qui ont été achetées par le président Kabila permettent de faire la guerre à Kagame qui ne peut pas supporter 2 mois d'une forte attaque à partir du Congo. Mais il faut sortir de la logique de dire c'est l'ancienne donc c'est le pouvoir de Kabila, c'est le pouvoir de tel, puisque nous avions démontré que ceux qui veulent prendre une partie du territoire congolais, il y a des ministres rwandais dans ce gouvernement. Les ministres qui sont des Rwandais dans ce gouvernement, plus de 5. Et nous nous battons contre ces gens-là. Vous voulez réagir les mêmes Rwandais, vous voulez regarder ce qu'il y a donc à Kinshasa, on doit prendre l'argent du trésor public. Voilà, et 5 secondes. Je ne sais pas qu'est-ce que la diplomatie. Merci. 5 secondes, vous voulez réagir rapidement? Écoutez, c'est le régime de M. Yolama parce que on essaie de faire remonter le débat, mais il nous ramène toujours dans ces situations. Qui ne sait pas que le régime de Djana, plutôt de Yolama, est parti du Rwanda jusqu'ici et qu'il y avait des Rwandais qui étaient officiellement nommés chefs d'état-major généraux, ministres des Affaires étrangères, avec toute la vague. Après, on se retourne, ils doivent partir. Mais qui ont permis que toutes ces choses se fassent aujourd'hui? Expliquez à l'opinion qui vous regardez. Il y a des ministres rwandais dans ce gouvernement. Il y a des conseils du chef de l'État rwandais. Cite-les alors. A commencer par Gisaro. Il est qui?
Il est qui? Merci. Il n'est pas congolais? Guicero, il est qui? Fini pour aujourd'hui. Vous allez tomber ensemble ça. avec moi. Sur ce plateau, j'étais avec monsieur Donald Kabasele, coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée, la bouche autorisée de régime. Merci. Mais il doit arrêter la diversion. Merci également de l'autre côté, monsieur Benoît Yolama, cadre du PPAD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, monsieur Mike Garidiana, analyste politique également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez là sur la chaîne de la Maman Nationale, 16 Télévision, les reflets de tout un peuple. Suivez la rediffusion à 22h. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Monsieur Andrika, monsieur Lazika, monsieur Philémon et monsieur Tati à la réalisation. Restez fidèles à nos programmes. Une autre RDC est possible avec la nouvelle plateforme.